Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver par écran interposé. Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Olivier Cogne, vice-président de la FEMS et directeur du musée dauphinois, je suis ravi que nous puissions, voilà, à distance, encore pendant quelques temps sans doute, avoir ce type d'échange. Il s'agit des deuxièmes jeudis de la FEMS. Nous expérimentons avec vous une nouvelle forme de rendez-vous qui ont lieu tous les 15 jours, avec l'idée d'aborder donc sur un format d'1 heure et demie environ, qui va laisser une large place aux échanges, on va y veiller, des temps de discussion qui se veulent conviviaux, sur des sujets qui sont à la fois d'ordre général et puis aussi plus pratiques, sur nos métiers, et qui s'appuient sur des expériences des membres du réseau. Le premier jeudi, si certains d'entre vous ne l'ont pas suivi, il était de circonstance puisqu'il était attaché au thème du maintien du lien avec nos publics et à la médiation hors les murs. Celui d'aujourd'hui est dédié aux inventaires collectifs, pouvons-nous dire contributifs, que portent à l'échelle du pays 2 musées nationaux qui sont représentés ce matin, membres de la FEMS, sur des thèmes de société qui, nous le pensons, concernent un grand nombre de structures au sein du réseau. Alors, le premier projet dont on va parler ce matin est l'inventaire national du patrimoine sportif que porte très logiquement le Musée national du sport dans la perspective des Jeux olympiques à Paris en 2024. Mais je ne vais pas être plus long, hein. Je vais laisser la parole dans quelques instants à nos intervenantes. Marie-Grace, que j'ai vue, conservatrice en chef du patrimoine, qui est directrice générale du Musée national du sport. Claire, que j'ai également vue, Claire Vadeboncoeur, responsable des expositions et qui est adjointe au pôle collection et documentation du musée et qui est chef de projet partenaire pour cet inventaire national du patrimoine sportif, si je ne fais pas erreur. Et Léna Schillinger, que je n'ai pas vue, mais qui est peut-être là, chef de projet technique sur cet inventaire. Le second projet, il en sera question dans quelques minutes, est porté par le Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2019 et il vise à une meilleure identification des collections des musées et des écomusées liées au champ large des migrations humaines. Pour nous en parler, nous avons 3 intervenantes également. Elisabeth Joly-Schimmels, conservatrice du patrimoine et chef du département des collections au Musée national de l'histoire de l'immigration. Agnès Arquesroth, chef de service réseau et partenariat du même musée. Émilie Gandon, conservatrice qui est responsable de la collection Histoire de ce musée. Dans les 2 cas, la finalité n'est pas uniquement, bien sûr, le repérage des collections qui traitent de ces sujets, mais bien leur valorisation, dont nous verrons, à travers les interventions et les échanges, les formes qu'elles pourraient prendre. Voilà, je donne sans plus tarder la parole à nos collègues du Musée national du sport, qui ont prévu, je crois, quelques images pour illustrer leurs propos. Et je les remercie par avance de tenir le temps imparti de 15 minutes. Je serai un sympathique gardien du temps, hein, tout ira bien, pour permettre un bon temps d'échange avec nos collègues qui sont en ligne, puisque l'idée est de terminer à 10h30 cette discussion. La parole est à vous. Merci, merci Olivier, merci à la FEMS de nous avoir invités pour parler de ce projet qui nous concerne tous. Et si on pouvait avoir le PowerPoint en document partagé, ce serait super top. Oui, je vais intervenir en tant que directrice de l'établissement, mais le projet est largement suivi par Claire et Léna qui compléteront mes propos et surtout qui répondront à vos questions. Je ne sais pas si vous avez le document partagé sous les yeux. Vous m'entendez? Oui, normalement, je l'ai partagé. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Moi, je ne le vois pas, mais je ne sais pas si les autres le voient. On ne le voit pas pour l'instant. Ah, ouf. Alors, ça me rassure, je ne suis pas toute seule. Alors,
Normalement, c'est… Je vais quand même commencer à parler. L'inventaire, cette idée d'inventaire national du patrimoine sportif est venue pour, si vous vous en souvenez, pour certains, nous avions déjà travaillé ensemble lors de l'Euro 2016, lorsque la Coupe d'Europe, pardon, de football se déroulait en France, et nous avions eu l'idée, suite à la demande de collègues, hein, c'est pas nous tout seuls, si on peut avoir la première slide, ce sera mieux. C'est la première, ok. Nous avions, grâce à la demande de collègues, de travailler ensemble, tout simplement parce que nous, on travaille au musée du sport, donc c'est facile de faire une exposition sur l'euro. En revanche, quand on a d'autres types de collections et d'autres thématiques, c'est pas si évident que ça. Diapo suivante. Et donc, pour ce faire, nous avions travaillé avec les 10 villes, du coup, qui recevaient l'euro. À ce moment-là, la première demande, pour tout vous dire, émanait du Louvre-Lens, qui avait une demande de ses élus de faire un gros événement autour du club de Lens, qui est particulièrement représentatif, en particulier pour les supporters, dans cette ville. Donc, fort d'échanges avec Luc Pirala à l'époque, on a pensé qu'il pouvait être intéressant de travailler plutôt virtuellement que réellement, enfin qu'en présentiel en tout cas. Mais in fine, nous avons mis en place un projet de grande collecte. Donc, chaque ville participante, et vous les avez sous les yeux, avait accepté de collecter auprès de leurs supporters soit des récits de vie, soit des objets qui leur semblaient importants pour illustrer, diapo suivante, leur propos. Et l'idée a été de faire, si je peux avoir la diapo suivante, ça serait gentil, de faire un grand inventaire des supporters dans ces 10 villes. L'ensemble a ensuite été basculé dans la mesure du possible sur, c'est allé un peu vite là, est allé sur Joconde. Si on peut retourner une diapo, je crois qu'on a sauté une diapo. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, l'idée a été là, ensuite de porter tout ce patrimoine, merci, sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier pour certaines interviews, et puis je vous le disais, sur Joconde. Donc là, vous avez quelques exemples sous les yeux d'opérations qui ont été menées. Donc, le Louvre-Lens au musée de Gadagne avait fait des expositions, mais le musée de Savigny avait travaillé avec la fac, avec des historiens, par exemple, et puis on n'en a pris que quelques-uns, mais il y en a 10. D'autres musées avaient fait d'autres choses. L'expérience avait été assez concluante et voilà, on a pensé que c'était plus sympa de travailler, plus intéressant, plus riche aussi de travailler à plusieurs plutôt que tout seul sur ce type de projet. Si je peux avoir la slide suivante, ce serait gentil. Et de ce fait, merci, d'autres musées et d'autres établissements avaient fait ça avant nous. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre. En particulier, l'AGCPF, en 2009, avait travaillé sur le patrimoine sportif des musées d'Île-de-France. Donc, fort de ces deux expériences, on s'est dit au musée du sport, à l'aube des JOP, les Jeux olympiques et para-olympiques, organisés en 2024, donc c'est loin, mais c'est aussi demain, qu'il pourrait être intéressant de mettre en évidence le patrimoine sportif qu'on a tous, plus ou moins dans nos collections, sans le savoir, parce qu'on ne s'y intéresse pas forcément. Certains ont des battes de baseball, d'autres des vélos, d'autres des cartes à jouer autour du sport, d'autres des éléments sur le Tour de France, et je vous en passe. En revanche, ce n'est pas forcément inventorié, ce n'est pas forcément diapo suivante, ce n'est pas forcément mis en avant, si je peux avoir la slide suivante. Donc, on a eu l'idée de travailler avec l'ensemble des musées du patrimoine, enfin l'ensemble des musées de France, mais pas uniquement, les FRAC aussi, les archives, etc. Et puis, on s'est dit que peut-être ça serait intéressant d'avoir un portail dédié à tout ce type de collection. Au départ, on était parti sur le fameux POP du ministère de la Culture, puisque le ministère avait sorti une petite icône sur la photo, une petite icône sur la mode. On s'est dit que peut-être le ministère pourrait sortir une petite icône sur le sport. Ça n'a pas été possible pour différentes raisons. Donc, l'ENA, qui est
chef de projet technique sur cette idée, s'est rapproché de la BNF qui avait, vous vous en souvenez pour certains, travaillé déjà sur la guerre de 14-18, etc., et sur différents types de patrimoine, de mise en avant du patrimoine. Et de ce fait, nous nous sommes rapprochés d'eux pour mettre ce type de collection sur un portail dont elle parlera plus avant, enfin Claire peut-être, après moi, sur justement ce patrimoine sportif. Donc le but du jeu, c'est de faire appel à l'ensemble des musées du territoire, que ce soit des musées beaux-arts, art déco, techniques, etc., qu'ils soient musées de France, musées nationaux, mais également, il y a beaucoup de musées de clubs. Je pense au musée de club de l'OL, par exemple. Je pense aussi au Tenniseum, au musée de Roland-Garros, etc., etc. Et si on travaille sur le patrimoine sportif, on travaille sur l'ensemble du patrimoine. Diapo suivante. Claire, je ne sais pas si quand j'arrive à l'expo 7, je crois que c'est vous maintenant. Non, c'est moi encore. Excusez-moi. On fait un duo de claquettes à 3 et donc l'idée, c'est d'organiser un inventaire qui soit attractif pour le grand public, c'est de répondre à la demande de tous nos élus, parce que moi j'ai le ministère de la Culture, mais vous allez avoir, où que vous soyez, les élus de votre ville qui vont vous demander à un moment donné de faire quelque chose sur le sport. C'est de mettre en avant ce patrimoine qui n'a jamais été mis vraiment en avant, parce qu'en France, on est un peu la tête et les jambes, donc la culture d'un côté et le corps et le sport de l'autre, bien que les choses changent, bien qu'on parle de plus en plus de sport. L'idée, c'est de révéler aussi l'ensemble de nos collections, de les enrichir et puisqu'on est, la preuve ce matin, en virtuel et sur un outil numérique, de mettre en avant un nouvel outil numérique pour tous les publics. Claire, je vous passe la parole pour la suite. Très bien, donc bonjour à tous et encore merci à la FEMS pour cette invitation. Alors je prends le relais de Marie-Grace, donc Marjolaine, si vous voulez, vous pouvez mettre la slide suivante. Alors c'est une slide que Marie-Grace aurait pu également expliquer parce que c'est quelque chose dont elle tient beaucoup. Donc en effet, Marie-Grace a parlé de la diffusion nationale à travers cette collecte nationale du patrimoine sportif. Donc elle a déjà parlé de Gallica Marque Blanche, donc en effet c'est Gallica Marque Blanche qui va développer le portail qui permettra la diffusion de ce patrimoine. Il y aura un portail test en juillet 2021 et la première diffusion sera en février 2022. Mais il y a un souhait également du musée que ce portail, que cette collecte soit aussi au niveau européen et international. Voilà, donc au niveau européen, déjà, ce serait avec la route européenne du patrimoine, qui est un projet développé également par le ministère de la Culture. Et puis la diffusion internationale, eh bien, on essaye de communiquer en tout cas sur cette démarche du musée à travers l'ICMA et le biais de conférences qui vont avoir lieu tout au cours de l'année 2021. Donc, pour parler plus précisément de Gallica Marque Blanche, alors Léna, bien sûr, aura un discours peut-être plus expert. Donc Gallica, pourquoi ce choix? Donc comme Marie-Grace l'a expliqué, POP en fait surtout ne permettait pas d'ouvrir en tout cas son portail à d'autres institutions auxquelles qu'on souhaitait en tout cas intégrer à ce projet, tels que les FRAC, les musées privés. Donc ça se limitait beaucoup aux musées de France. Et donc, c'est vrai que la solution Gallica Marque Blanche, qui est développée par la Bibliothèque nationale de France, a fait ses preuves en termes de portail, puisqu'il y a déjà près de 10 bibliothèques numériques qui ont été créées, notamment celle de la Grande Collecte 14-18. Et puis également, la BNF est une institution quand même d'une grande diffusion pour près de 400 institutions partenaires et avec une visibilité sans commune mesure. Donc voilà, ça nous paraissait vraiment essentiel et valorisant en tout cas de passer par la Bibliothèque nationale de France.
Nous sommes bien sûr accompagnés par une équipe d'informaticiens et de développeurs de la BNF qui nous aident à faire ce suivi opérationnel, pour intégrer les données et également pour l'hébergement et la maintenance du site. Mais il y a bien sûr une équipe projet OMNS qui est constituée principalement de Léna, mais également de moi-même. Et bien sûr, si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez y participer, vous pouvez nous joindre dans un premier temps par le biais de du mail patrimoine@musedusport.fr. Pourquoi le choix de Gallica marque blanche? Parce que c'est un portail qui permet un accès libre et au plus grand nombre. La consultation, bien sûr, peut se faire à distance sur n'importe quel support informatique. Ce portail offre, bien sûr, un moteur de recherche simple et avancé. L'élément aussi fonctionnel qui nous intéresse, c'est la géolocalisation par le biais de l'outil l'Arpenteur, qui permettra de géolocaliser les fonds qui seront diffusés. Enfin, également, ça permet d'avoir une très belle reproduction numérique, d'avoir accès à des notices par aire géographique ou par thématique. Et enfin aussi, ce portail permettra d'avoir des outils d'éditorialisation par le biais de billets, de dossiers thématiques, de focus sur des collections. Et enfin, bien sûr, c'est un portail qui s'enrichit annuellement. C'est un portail qui est... ce n'est pas juste une diffusion et un export, un import de données juste en 2021. Tous les ans, il y aura la possibilité d'enrichir ce portail. Rapidement, la méthodologie, pour que ça vous encourage encore plus à nous rejoindre. Donc, c'est la BNF, bien sûr, qui développe ce portail. Mais malgré tout, c'est un partenariat entre le musée et les institutions partenaires. Donc, il y aura une convention, bien sûr, qui sera mise en place entre chaque institution et le musée. On vous transmettra bien sûr une matrice Excel la plus simple et possible pour que vous puissiez transmettre les données qui sont essentielles pour l'alimentation de ce portail. L'autre condition vraiment sine qua non pour que chaque notice ou item soit diffusé dans ce portail, c'est qu'il y ait une photographie numérique de haute qualité, bien sûr, et haute définition, puisque Gallica marque blanche est une bibliothèque numérique. Donc, c'est avant tout aussi la diffusion d'une image et d'un cliché de très belle qualité. Et bien sûr, il faut que ces collections soient libres de droit. Comme je vous disais, il y a une alimentation annuelle du portail, donc deux sessions par an à partir de 2022. En effet, la première session de collecte des données va être fin mars 2021, c'est-à-dire que la fin mars 2021, on transmet à la Bibliothèque nationale de France les premières données et images que nous aurons reçues de musées partenaires pour une diffusion en février 2022, parce que bien sûr, le traitement de ces données par la BNF demande du temps. Et sinon, la prochaine session, si vous souhaitez y participer, ça sera à partir d'octobre 2021, sachant que dès avril 2021, vous pouvez donner des échantillons et pour qu'on voit ensemble l'évolution du projet. Marjolaine, vous pouvez faire la slide suivante. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Voilà. Donc là, c'est la slide dont j'ai parlé à l'instant. Donc c'est toute la méthodologie. Et enfin, on termine pour vous présenter en fait l'avancée du projet. Donc vraiment, ce projet a été lancé en novembre 2020, même s'il a été énoncé il y a un an avant, mais on était parti sur POP. Donc, il a fallu une année au musée pour mettre en place le partenariat avec la BNF. Donc, vraiment, c'est en novembre 2020 que nous avons diffusé par le biais de nos réseaux AGCPF, FEMS, AFROA, les DRAC, bien sûr. Et il y a déjà une quarantaine d'institutions qui ont répondu présentes au projet et elles travaillent actuellement à la recherche et à la collecte de données. D'ailleurs, hier, nous avons eu les premières données par le musée du papier peint à Rixheim, en Alsace. Comme vous pouvez voir, les régions sont pratiquement toutes représentées. On attend encore un peu la Bretagne. Les institutions, bien sûr, sont
des musées territoriaux, des musées privés, des fondations d'art contemporain, mais également des FRAC. Donc on espère vous retrouver dans ce projet collaboratif et bien sûr on vous remercie de votre écoute. Voilà, j'espère qu'on a respecté le délai. Le temps est parti. Oui, vous avez été parfaite au niveau de la synthèse et du respect du temps. Merci beaucoup. Je vous propose de laisser la place à la discussion après la seconde présentation de nos collègues du Musée national de l'histoire de l'immigration qui, je crois, sont toutes les trois avec nous, que je salue. Et que je remercie aussi pour leur effort de synthèse, de façon à ce qu'on ait un bon temps d'échange avec les collègues présents aujourd'hui. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas très bien. Le volume pourrait être un peu augmenté. Et alors, je vais essayer de faire mieux ça. Est-ce que là, ça vous va mieux? C'est pas mieux? C'est un peu mieux. Bon, vous m'entendez mieux comme ça? C'est parfait. Voilà. En tout cas, je m'excuse auprès de mes collègues pour polluer l'open space pendant quelques minutes, mais je vais essayer de faire court comme c'est demandé. Donc, moi, je vais partager le document si ça vous convient. Hop. Donc, est-ce qu'il s'affiche correctement? Tout le monde le voit? Oui. Super. Donc, merci aussi de l'invitation. Je suis vraiment très intéressée de découvrir le projet du Musée national du sport aussi. Et je pense que ça va être intéressant dans la discussion parce que justement, on n'a pas forcément fait les mêmes choix et on n'a pas forcément le même succès non plus. Donc, je suis très, très impatiente de pouvoir discuter de ça avec vous. Donc, ce projet, en fait, on l'a lancé à notre niveau depuis 2019 et actuellement, on est 3 personnes à le suivre plus particulièrement au musée. C'est donc Émilie Gandon et Agnès Arquesroth et moi-même. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce projet? C'est pareil, à repérer les items des collections, d'abord des musées de France, qui traitent des questions migratoires. Parce que, je l'expliquerai après, mais en fait, on sait tous que ce sont des questions qui sont inhérentes à l'histoire et à la société de notre pays, mais ils ne sont pas toujours repérés comme tels dans les collections et c'est notamment un constat qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'en cherchant le mot migration, immigration dans POP ou dans des bases de données, il n'y avait quasiment aucun résultat ou alors des résultats très peu pertinents. Donc, on s'est dit que ça ne rendait pas justice à l'existence de ce corpus. Donc, voilà, on s'est dit comment est-ce qu'on peut montrer qu'il y a à côté de toutes les sources historiques, à côté de tous les débats, toutes les idées qui sont produites par les différentes sphères de la société à ce sujet, comment on peut montrer qu'il existe aussi des objets, des éléments matériels qui témoignent de cette histoire des migrations et des faits sociaux en lien avec cette question. Donc, on a voulu que ce soit en fait le plus simple pour les utilisateurs, c'est-à-dire que comme on démarrait, on ne savait pas trop en fait quel écho ça pouvait avoir. On a cherché un moyen d'avoir vraiment la démarche la plus simple pour les musées qui voudraient participer à ce projet. Donc c'est vrai qu'on s'est concentré sur les musées de France. Donc pour nous, POP, c'est apparu comme une possible entrée. En fait, c'est parce que c'est par là qu'on a cherché des collections, mais on ne voulait pas non plus contraindre les musées à verser dans POP des notices parce qu'on sait que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a encore ce que j'oserais appeler un traumatisme joconde dans beaucoup de nos musées qui fait que ça apparaît comme lourd, très lent, etc. Et même si l'outil a beaucoup changé, on voulait pas mettre comme un préalable d'être engagé dans le versement sur POP pour le projet. Donc, on a réfléchi avec le service des musées de France à ce projet qui nous a proposé en fait tout simplement de créer un nom de domaine qui permette d'indexer facilement les collections. Un nom qui est maintenant dans les listes d'autorité du SMF. Si vous cherchez dans les noms de domaine, vous le trouverez. Donc, en y réfléchissant, c'est venu assez vite le terme de migration humaine. Donc là aussi, on aurait pu avoir une discussion théorique très approfondie, mais on a souhaité aller d'abord par l'empirisme, le pragmatisme.
ce mot-clé volontairement large, mais quand même restreint aux humains, parce que les migrations dans les muséums d'histoire naturelle, et que ça peut emmener très loin. Et on voulait dans un premier temps quand même voilà, se rapporter un peu aux thématiques du musée. Donc on a choisi ce mot-clé de migration humaine. Il est peut-être perfectible, il est peut-être trop large, mais en tout cas on ne voulait pas perdre en fait du temps, si on veut, à réfléchir aux meilleurs mots-clés sur le plan théorique, scientifique, mais sur quelque chose qui soit aussi justement assez inclusif par rapport au type de collection, puisqu'il n'y a pas de borne, il n'y a pas de borne chronologique ni géographique. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas choisi par exemple immigration ou patrimoine de l'immigration, parce que ça, même si c'est le nom du musée et c'est la thématique principale, bien évidemment c'est une thématique en lien avec tous les mouvements humains. Donc voilà, ce terme de migration humaine volontairement large. Tout de même, comme on est, oui, bien sûr, à l'heure numérique, et puis que c'est quand même normalement aussi une obligation de verser ces collections en ligne, on espère quand même que, corollaire à ce repérage, il y aura une valorisation, une favorisation de la mise en ligne de ces collections. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Ça peut juste être une question de repérage, et après, justement, c'est à voir entre les musées qui participeraient, voilà, comment on se communique les infos, etc. Mais c'était aussi une envie de ne pas imposer la question de la mise en ligne, mais également, bien sûr, parce qu'on sait que c'est très important, même si l'inventaire, la documentation, la recherche des collections, c'est au cœur de nos missions, on sait que la valorisation, c'est aussi le deuxième grand pilier. Donc, ce qui était important, c'est de faire ressortir, d'utiliser ce corpus qu'on espère constituer, de le montrer, et là aussi, comme pour le patrimoine sportif, de montrer qu'il y a un patrimoine des migrations. En fait, comment c'est né? Alors, pour une raison très, très égocentrique pour nous, très égoïste, c'est parce que nous sommes actuellement en refonte du parcours permanent du musée. Et donc, l'idée, c'était d'avoir encore plus d'œuvres, d'objets, de 3D dans le parcours. Et que notre collection, comme vous savez, elle est très récente. Donc, on ne couvre pas du tout l'ensemble du patrimoine de ce sujet, surtout qu'il n'y a pas eu de dépôt, de transfert des musées nationaux pour la création du MNHI. Donc, on est vraiment parti de la page blanche. Donc, on ne peut pas dire, même si on a une collection maintenant qui se tient, qui est très intéressante, thématiquement très spécifique, on ne peut pas dire qu'elle est exhaustive sur la question. Donc, on essaie de repérer des œuvres, et comme je vous disais, on n'arrivait pas à sortir des requêtes intéressantes, des résultats intéressants de nos requêtes sur les bases de données. C'est vraiment né de ça. Et puis, on en a discuté. Donc ça, c'était Émilie principalement et moi qui étions confrontés à ce problème. On en a discuté avec Agnès en disant ce serait bien d'essayer par le biais du réseau de faire ressortir ça. Donc Agnès a tout à fait accepté, ce qui nous a fait plaisir, parce que c'était important de remettre les collections aussi bien ancrées dans les projets du réseau. Et par le séminaire Patrimoine de l'immigration en partage, il y a eu quelques moments importants jusqu'ici. Donc, dans le cadre de Trace en novembre 2018 à Lyon, dans les rencontres professionnelles de la FEMS en 2019 à Grenoble, où là, on a voulu sonder les questions vous, en fait, nos collègues adhérents à la FEMS sur l'intérêt du projet. On a été très heureuse de constater que le patrimoine de l'immigration, des migrations, ça vous parlait tout à fait, qu'il y a les musées qui ont participé nous ont d'emblée dit mais oui, je pense par exemple à cet objet, je pense à ça, c'est intéressant pour nous, on a envie de... En tout cas, c'est un patrimoine, ce sont des champs de collecte ou des champs de relecture des collections qui nous intéressent. Et puis, donc, on a réinvité notamment ces participants associés aussi à des chercheurs en 2020 au Palais de la Porte Dorée. Et là, il y avait Laurent Manœuvre du Bureau de la numérisation du SMF qui nous a réexpliqué en fait comment ça s'inscrivait dans les projets de numérisation et de valorisation des collections et du ministère, qui a présenté donc ce mot-clé, ce nom de domaine des migrations humaines. Et c'était très intéressant, par exemple, parce que les chercheurs qui étaient là, qui sont vraiment des gens qui travaillent quand même beaucoup dans les territoires, avec les musées, en DRAC, en fait, on a vu qu'ils étaient relativement éloignés de ces bases de données, de ces outils, de ces sources où trouver des collections. Et ça nous a vraiment renforcé dans l'idée que voilà, il fallait qu'on travaille musées et chercheurs et communautés autour de ce corpus, encore une fois, qu'on veut faire émerger. Donc,
fort de cela, on a communiqué via la lettre Joconde, via l'OCIM, via la FEMS, via certains conseillers musées. Et on a eu des premiers échanges avec des musées intéressés, le Centre historique minier de Leeuwarden et puis le musée dauphinois. Donc, ce qu'on imaginait, donc c'était tout à fait, alors pas du tout dans l'idée, voilà, on vous donne un mot-clé, débrouillez-vous et envoyez-nous des fiches. Non, on a vraiment dans l'idée de, si les musées le souhaitent, c'est pas non plus une obligation, d'accompagner ce repérage, d'en discuter, d'échanger, parce que justement, comme je vous disais, on n'est pas sur une notion figée. Les migrations humaines, c'est relativement complexe quand même à définir dans un cadre patrimonial. Donc, vraiment, en fait, se dire, bah, allez, on essaye, on sort des collections et puis on voit ce que donne ce premier corpus test et on en discute et on voit s'il faut réajuster, comment il faut faire. On veut bien sûr, comme je vous disais, à terme une valorisation en ligne. Le SMF est tout à fait partant pour faire comme ça a été fait sur la thématique des femmes ou sur la thématique… En fait, on s'est inspiré du projet aussi sur la mémoire de l'esclavage, bien sûr, de proposer une valorisation par des expos virtuels, etc. ou d'autres outils en ligne. C'était aussi pour nous, bien sûr, l'opportunité de repérer des opportunités de prêt ou de dépôt parce qu'on a aussi envie que dans le musée, dans le parcours permanent ou dans les expos temporaires, on représente mieux les territoires. On est conscient qu'en tant que musée peut-être national mais installé à Paris, on a un très fort tropisme francilien et voilà, on veut pas se substituer aux musées de société, aux musées territoriaux dans la collecte, mais par contre on aimerait pouvoir voilà, montrer ces objets dans le cadre du musée national. C'était aussi bien sûr une occasion, puisque c'est né de ce projet, d'échanger sur la refonte du parcours permanent du MNHI, de lancer un groupe de travail spécifique, donc qui n'est pas forcément tout le même, mais qui est quand même très en lien. Et parce que l'idée, ce serait de continuer le principe d'expo mobile que le service du réseau et partenariat développe depuis plusieurs années, avec en fait une expo mobile parcours permanent. Donc je réexplique très vite, c'est-à-dire que contrairement au parcours qui était actuellement en place, qui est thématique, là on est sur une trame chronologique, donc une trame 13 histoires de France, et donc on se disait que c'est particulièrement pertinent si le musée conçoit en fait un tronc commun, si on veut itinérant, les musées en territoire peuvent en fait rajouter des éléments de l'histoire régionale, faire des focus locaux, donc on pourrait justement aider à constituer, à alimenter via ce projet d'indexation thématique. Et puis, à très court terme, on aimerait poursuivre nos rencontres et organiser une nouvelle session en ligne, malheureusement pour le moment, de ce séminaire Patrimoine de l'immigration en partage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout le monde nous a dit, c'est très bien, très pertinent, on a très envie. On n'a eu aucun retour de la communication, zéro. On a créé une adresse mail exprès, zéro retour. Donc, je ne vous cache pas qu'on est plutôt déçus, mais ça nous questionne surtout. Il y a une seule action réellement engagée, c'est le Centre historique minier de Leeuwarden qui nous a fait une sélection d'objets à partir en fait de l'exposition qu'ils ont fait l'an dernier sur les Polonais dans les mines, parce que c'était une année de commémoration de l'accord franco-polonais pour l'immigration des travailleurs. Ils nous ont envoyé une première liste et on n'a pas pu trop rebondir parce que l'idée c'était de confronter plusieurs listes. Donc on a quand même trouvé un moyen de valoriser un peu cette contribution et le Centre historique minier va produire un article pour le prochain numéro de la revue Hommes et Migration qu'édite le musée. Donc, je ne vous cache pas que ça nous interroge. Donc là, c'est aussi pour nous l'occasion de savoir si ou alors c'est vraiment une démarche qui est loin de vos préoccupations en termes de priorité, tout simplement. On sait qu'on est dans une année très particulière, mais en même temps, ça aurait pu être une année qui soit plus particulièrement dédiée à ces projets d'inventaire sur les collections. Et on voit avec la réussite du projet du musée du sport que c'est pas vraiment ça le problème. Est-ce que ça paraît trop complexe ou est-ce que vraiment il y a un besoin de facilitation, il y a un besoin d'accompagnement quelconque? Enfin voilà, en gros, la discussion est ouverte pour nous, mais c'est un projet vraiment inscrit dans le projet scientifique et culturel du musée. Donc nous, on est aussi prêts à débloquer des moyens et des retours qu'on a eu de certains conseillers musées, certaines plutôt, c'est vraiment de dire mais nous aussi on peut participer activement pour aider les musées de notre territoire dans cette démarche.
Donc voilà, la discussion est ouverte. Je vais juste passer la parole à Agnès qui va pouvoir vous présenter très vite, pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau et les actions, parce que c'est vraiment notre levier de facilitation principal, c'est la force et l'existence de ce réseau. Micro. Agnès, on ne t'entend pas. Je crois que ton micro n'est pas... Voilà. Bonjour à tous. Excusez-moi, mais j'ai un problème d'ordinateur, donc je n'arrivais pas à actionner mon micro. Mais c'est fait. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je pense que effectivement, je vais être très rapide sur ça, parce que je pense que vous connaissez tous quand même bien le Musée national de l'histoire de l'immigration, et effectivement, cette singularité d'être, comme on le dit souvent, né de ce réseau d'acteurs très divers, et notamment des chercheurs, des associations, mais aussi des institutions culturelles en région avec lesquelles on a eu l'habitude de travailler sur de nombreux projets. Alors c'est vrai que cette articulation avec le réseau d'acteurs et aujourd'hui avec l'ancrage territorial du musée, elle a eu plusieurs vies que je ne vais pas vous décrire là maintenant. Tout ça pour dire qu'au départ, on était plus dans des coproductions d'événements ou d'expositions parce qu'il y avait un vrai besoin de reconnaissance et de valorisation à la fois des recherches, de l'action militante de certaines associations, mais aussi tout simplement de travail patrimonial qui avait été réalisé dans les régions. Donc, il y a eu pas mal de projets de coproduction. Et puis, très vite, on s'est aperçu que il y avait un essoufflement par rapport à ça, puisqu'on ne pouvait pas développer pléthore de projets avec les différentes associations ou les différentes institutions culturelles en région. Donc, on s'est orienté différemment pendant quelques années avec ce dispositif d'exposition mobile, mais pour avoir un lien avec les territoires. Alors, ça fonctionne très bien puisqu'il y a 35 partenaires diffuseurs en France et plus de 69 000 visiteurs de ces expositions mobiles. Mais là aussi, l'évaluation qu'on peut en faire, c'est de se dire que il y a une présentation, une médiation, mais ce n'est pas forcément connecté en termes de réflexion avec le musée sur justement qu'est-ce que c'est que le patrimoine de l'immigration et comment, à partir de là, on peut engager un dialogue et un débat autour des questions qui nous importent et de notre mission centrale, qui est tout de même de contribuer à changer le regard sur l'immigration et sur les populations immigrées. Et par ailleurs, on s'apercevait que souvent, les partenaires en région ne faisaient pas forcément appel aux institutions culturelles pour justement valoriser sur les territoires les objets de collection qui sont en lien avec les questions migratoires. Donc, force de toutes ces évaluations et au fil des années, on a relancé donc effectivement depuis 2018 ce séminaire patrimoine de l'immigration en partage, d'une part pour avoir une réflexion avec vous sur comment on le définit, comment on le circonscrit, et ensuite pour diversifier les différents modes de valorisation. Comme l'a dit Elisabeth, on n'est pas que dans l'exposition, on peut avoir aussi une valorisation sur notre nouveau site internet qui va être refait entièrement suite à la refonte de l'exposition permanente, mais bien sûr dans la revue Hommes et Migration. Et donc pour les expositions mobiles, on s'oriente de plus en plus vers des expositions augmentées, c'est-à-dire que l'expo mobile n'est qu'un prétexte, une première étape pour peut-être construire, comme on le fait par exemple à Cannes, une collecte de témoignages sur l'immigration italienne, les archives municipales qui vont compléter cette collecte et proposer des modules scénographiques en plus de l'exposition mobile. Et là, du coup, il y a vraiment un travail de collaboration et de valorisation du patrimoine aussi en région qu'on trouve intéressant. Donc moi, c'est vrai que c'est sur ces deux axes-là que je rejoignais mes collègues du service des collections et des expositions pour véritablement avoir une meilleure connaissance de ce patrimoine de l'immigration en région et le valoriser sous des formes diverses, qui sont d'autres peut-être qui sont encore à inventer, mais sur lesquelles on est tout à fait ouvert de discuter. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que finalement ce séminaire, on ne l'a retenu qu'une fois par an. Peut-être qu'il faut qu'on
qu'on prenne exemple sur la FEMS avec, je trouve, ces jeudis, je trouve ça très intéressant d'avoir des discussions comme ça, plus courtes, plus légères à organiser peut-être, mais qui permettent de vraiment échanger. Donc, je ne sais pas, on est ouvert à vos propositions et à discuter aussi sur l'intérêt de cette démarche. Merci beaucoup à nos collègues du Musée national de l'histoire de l'immigration pour le respect du temps et puis leur présentation très intéressante qui va nourrir la discussion que nous allons avoir. L'idée était aussi, bien sûr, de mettre en valeur ces opérations qui gagnent encore à être connues parce qu'on l'a évoqué, la communication a été bien faite dans les différents réseaux, mais toutes les structures ne connaissent sans doute pas encore ces opérations. Donc, c'était aussi l'objectif de pouvoir les mettre en avant aujourd'hui et de susciter les envies d'y participer. Je vous propose d'intervenir, évidemment, pour ceux qui le souhaitent directement à l'oral. Ceux qui ne le souhaitent pas forcément peuvent le faire par le chat. Afin d'ouvrir la discussion, moi j'avais deux questions peut-être pour laisser le temps aux uns et aux autres de réfléchir à des questions éventuelles. Vous demandez à l'ensemble de nos participants, puisque nous avons compris que ces initiatives émanaient des musées eux-mêmes, hein, et c'est ce qui me paraît aussi intéressant par rapport à cette démarche, c'était de savoir quelle avait été la réaction du service des musées de France, quelle avait été la réception du service des musées de France, cette démarche, et puis peut-être de refaire un point assez pratique sur le calendrier qui est le vôtre. Je pense notamment au Musée national du sport parce que on a parlé de la perspective des JO de Paris de 2024. Qu'est-ce qui est prévu à cette date, enfin, sans trop peut-être nous en dire, parce qu'il y a peut-être un effet de surprise qui est attendu. Voilà, peut-être repréciser un peu le calendrier pour les personnes qui sont présentes. Alors, moi, je peux parler de la réception du ministère de la Culture et de l'ensemble. Claire ajoutera, ou Léna peut-être, parleront plus du calendrier et de ses limites. Le projet est soutenu à la fois par le ministère de la Culture et à la fois par le ministère des Sports. Le but du jeu, c'est même de l'intégrer dans la labellisation COJO, comité organisateur des Jeux Olympiques, pour ce qui est du patrimoine national dont on a parlé tout à l'heure. Claire vous a abordé très succinctement le projet européen et le projet mondial. En réalité, ça fait un tout, puisque le projet national n'est qu'une pierre du projet européen et du projet mondial. L'idée est également d'avoir une géolocalisation, c'est ce que permet le logiciel Gallica, des collections ou des documents, etc., et de créer un parcours au moment des… Ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, mais de pouvoir créer en tout cas un parcours au moment des JO en 2024. Donc, peut-être que vous savez aussi qu'il y a 2 délégués interministériels qui ont été nommés, donc le but du jeu, c'est de faire prendre la mayonnaise entre tout le monde. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à ta question. En ce qui concerne le planning, là, je laisse Claire et Léna. T'as coupé le micro? Excusez-moi, je suis avec Claire dans la même pièce. Sur le planning du projet, donc du portail Gallica Marque Blanche, de la bibliothèque numérique, on est sur un lancement officiel en février 2022. Ensuite, évidemment, le but, c'est d'alimenter ce portail, et notamment jusqu'en 2024, avec des collections et avec un fort focus sur les éditions des Jeux Olympiques. Mais donc, l'idée, c'est aussi, au moment de l'année olympique en France, de pouvoir publier sur la bibliothèque numérique des contenus éditoriaux relatifs aux collections olympiques conservées en France et hors de France. Mais voilà, les deux calendriers sont pas forcément liés. Nous, on développe cette bibliothèque numérique et ensuite, évidemment, l'idée, c'est de la faire vivre et de la faire vivre 4 fois plus au moment de 2024. Merci.
Oui. En ce qui nous concerne, il n'y a pas réellement de calendrier, si ce n'est que le nouveau parcours permanent est prévu pour ouvrir au premier semestre 2022, donc ce sera quand même une étape du projet. Après, voilà, on est dans une optique, comme on était d'abord dans une optique scientifique, donc on n'a pas spécialement de calendrier, mais ça peut tout à fait s'adapter aussi à des projets portés par des collègues dans d'autres musées. Et pour la réception du SMF, comme je vous le disais, c'était extrêmement positif puisque on a été sollicité le bureau de la numérisation, de la diffusion numérique. Je crois que j'écorche le nom. Il y a Bénédicte Roland Villemot qui est là, vous m'excuserez. Mais en tout cas, parce que voilà, on est vraiment allé voir Laurent Manœuvre en disant voilà, comment on pourrait mettre en valeur ce corpus. On a vu ce qui s'est passé sur mémoire de l'esclavage, ça nous intéresse, mais comment ça a marché, etc. Et c'est vraiment l'idée du nom de domaine. On l'aurait pas envisagé nous-mêmes, entre guillemets, on n'aurait pas osé penser qu'il peut pouvoir y avoir un nom de domaine spécifique. Donc c'est vraiment venu d'une volonté du SMF de fortement promouvoir ce projet. Et puis, je peux juste compléter en termes de calendrier. C'est vrai que d'habitude, on développe les expositions mobiles, des nouvelles expositions temporaires environ 6 mois après l'exposition elle-même. Là, sur l'exposition permanente, on va être peut-être dans une réflexion un peu différente parce que s'il faut qu'on fasse 13 focus régionaux à côté, c'est peut-être pas forcément comme ça qu'on va y procéder. Il va y avoir aussi une réflexion sur le format de cette expo mobile du nouveau parcours permanent. Donc c'est pour ça que la première étape, c'était déjà de repérer les objets dans les collections et puis à partir de ça, pouvoir réfléchir ensemble sur quel format nouveau on peut inventer. Est-ce que ce sera que sur du numérique? Est-ce que ce sera sous une forme imprimée, éditée? Voilà, il y a vraiment une démarche qui pour nous est importante à avoir et donc c'est vrai qu'on avait imaginé que 2021 pouvait permettre à cette numérisation des collections autour du patrimoine de l'immigration et puis que premier semestre 2022 on conduise une réflexion sur le format, sur les modalités de cette nouvelle expo mobile, qu'on puisse la concevoir ensemble cette fois-ci. Et peut-être fin 2022, début 2023, pouvoir commencer à faire circuler cette expo mobile, pour pas être trop en décalage avec l'ouverture du nouveau parcours permanent. Entendu, merci. Alors, j'ai vu que Chana Céline nous avait rejoint, présidente de la FEMS. Céline, tu avais une question à poser. Oui, bonjour Olivier, je suis désolée, je suis en transit, je ne peux pas trop mettre ma caméra. J'espère pouvoir être à un bon endroit tout à l'heure. En tout cas, merci aux intervenants et puis merci de ton animation. Je voulais juste rebondir sur la marque d'intérêt pour aussi, alors je ne sais pas, je pense que il n'y a pas de faute ou d'excuses à chercher chez les uns et chez les autres. C'est vrai que pour le musée de Bretagne, en tout cas moi en ce qui me concerne, je vais répondre rapidement par une marque d'intérêt à nos collègues parce que aussi bien le sport que les migrations nous intéressent. Après, effectivement, on est aussi dans les collectivités et pour des musées nationaux, je pense que c'est important à en prendre connaissance. On n'a pas complètement les orientations en termes de mandat politique, les orientations politiques en fait pour le nouveau mandat avec nos élus. Donc, il y a pas mal de choses qui sont encore, je pense, en cours de calage. Le sport, je pense que c'est vraiment, et peut-être l'articulation aussi, pourquoi pas sport et migration, c'est un très beau sujet, je pense qu'on peut faire remonter, voilà, parce que un certain nombre de nos élus, en tout cas moi à Rennes, je pense qu'ils seront sensibles. J'avais une question en fait concernant du coup ces questions de calendrier sur ce qu'on pourrait appeler un petit peu les aspects techniques. Peut-être vous en avez déjà parlé auparavant. Est-ce que vous avez prévu des groupes de travail un peu plus techniques? Parce que je me posais notamment la question, au-delà du repérage des collections et des propositions qu'on pourrait vous faire, comment va se passer le travail d'éditorialisation, notamment pour le sport, mais ça vaudrait peut-être aussi pour les questions de migration. Est-ce que le réseau, les territoires, les musées partenaires, ils seront associés? Voilà, c'était la nature de ma question.
Oui, alors, en tout cas pour le musée, c'est ce que je venais de dire, c'est qu'effectivement, on veut mettre en place un groupe de travail fin 2021, début 2022, pour réfléchir avec vous sur les formats et sur la conception de cette expo mobile du parcours permanent. Donc effectivement, c'est prévu. Mais pour pouvoir discuter concrètement de cette forme-là, il faut qu'on puisse avoir repéré les objets de collection qui pourront être valorisés dans ce cadre. Et concernant l'inventaire proprement dit, en fait, comme je vous disais, c'est pas une base en soi à ce moment-là. Hein, peut-être que ça le deviendra. Donc, il n'y a pas spécialement de prérequis techniques. Comme je vous donnais l'exemple de l'Eward, ils nous ont envoyé un tableau Excel, une extraction de leur liste d'œuvres pour premier point. Ce qui était très intéressant, c'est qu'ils nous ont aussi expliqué quels objets qui étaient d'origine polonaise, par exemple, ils avaient écarté de l'exposition parce que même si l'objet venait de Pologne, il n'était pas représentatif des migrations. L'exemple, c'était, je crois, un modèle spécifique de lampe de mineur, mais ce n'était pas apporté. Pour eux, c'était plus une question liée au progrès technique en général et à la circulation des biens et marchandises, mais pas spécifiquement. C'était d'ailleurs peut-être pas polonais, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, ça venait pas de France. Mais en tout cas, c'était pas lié à une migration, c'est pas une migration humaine, c'était la circulation des idées, des techniques. Donc pour eux, c'était moins dans le cœur de leur expo, mais néanmoins, ils nous l'ont indiqué en disant, par exemple, ça, c'est un champ de discussion. Est-ce que les objets techniques en soi, ils font partie de ce qui pourrait être indexé avec ce mot-clé. Et puis, oui, et après, donc, comme je vous dis, on est aussi prêt pour accompagner l'indexation ou la description. Parce que nous-mêmes, on se pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'on décrit dans une optique musée un papier d'identité, ce genre de choses. Donc, on pourrait réfléchir aussi à ce genre de questions très techniques ensemble. Et en ce qui concerne le musée du sport, sur la communication des sites participants au moment du lancement du projet, ce qui fait sa force, c'est justement le travail en commun et le travail sur les territoires. Donc, c'est tout l'intérêt du musée, des ministères de communiquer sur nous tous. Et pour ce qui est de l'accompagnement technique et le suivi, les moulinettes de micromusées, autres via Gallica, là, je laisse Léna parler parce qu'elle maîtrise beaucoup mieux que moi ces outils. Léna, je vous... Micro. On ne vous entend pas, Léna. Votre micro est coupé. Il est rallumé. Excusez-moi. Est-ce que la question portait sur l'aspect technique du chargement des collections dans la bibliothèque numérique ou plutôt sur l'aspect éditorialisation, c'est-à-dire rédaction de billets, d'expositions virtuelles à diffuser sur la bibliothèque numérique? Je sais pas. Oui, c'était plutôt sur ce deuxième sujet, parce que l'aspect technique, je pense que voilà, nos collègues pourront c'était plutôt sur la question de l'éditorialisation, parce que du coup, on est sur le sport et finalement, là, l'occasion ou l'événement, c'est les Jeux Olympiques. Mais du coup, voilà, c'était, est-ce que des propositions, par exemple, de billets, d'articles, comment ça va se passer, ce travail d'éditorialisation? Et est-ce qu'il va être collaboratif? Oui, l'idée d'abord, c'est que sur la bibliothèque numérique, il y ait un accès par collection des partenaires, donc un accès clair spécifique aux collections qui auraient été chargées par des institutions autres que le musée du sport ou que les partenaires de la Bibliothèque nationale de France. Et ensuite, oui, l'idée, c'est, je pense, sur proposition et puis sur décision d'un petit comité informel. Mais l'idée, c'est d'avoir une programmation éditoriale vaste, hein, pas du tout... Évidemment, en 2024, elle sera plutôt orientée Jeux Olympiques, mais par exemple, des programmations de billets autour des sports régionaux, d'événements locaux, etc. Si les collections correspondantes sont diffusées sur la bibliothèque numérique, ça peut être évidemment super. Donc, ce sera, je pense, sur proposition des partenaires. Et si les partenaires ont l'occasion de passer du temps à rédiger ce type de contenu, ce serait évidemment avec plaisir qu'il serait diffusé. D'accord, merci. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ça fait la réponse à ma question. Merci à vous. Oui, tout à fait. Merci à vous. Alors,
J'entendais là dans les remarques, dans les commentaires de nos collègues du Musée national de l'histoire de l'immigration que peu de structures avaient pour l'instant encore répondu à cet appel. Je dois dire que du côté du musée dauphinois, qui est très intéressé par ce projet, nous devions intervenir. Voilà, bon, le contexte ne l'a pas permis à Paris, mais nous espérons bien pouvoir le faire. Mais je voulais de façon très synthétique vous dire que cet appel a suscité beaucoup de discussions et de réactions, j'ose dire, positives en interne, parce qu'il a soulevé la question de savoir si, d'une part, nous avions des collections dédiées à ce sujet, pour finalement faire le constat qu'il y avait un gap entre les expositions que le musée dauphinois avait pu réaliser autour de ce thème et la collecte de collections qui ne s'est pas faite à l'époque où nous les avons réalisées, ces expositions. Donc un constat, un étonnement que je m'apprêtais à partager, que je partagerai j'espère un jour, et que je développerai. Et finalement, avec une volonté assez forte aujourd'hui de pouvoir initier une vraie collecte dans ce domaine, exposition ou pas. Hein. Donc je dois dire que nous avons été silencieux pour l'instant et nous n'avons pas réagi encore en direction de nos collègues du Musée national de l'histoire de l'immigration, mais votre appel a suscité beaucoup de discussions en interne, donc j'ose dire très positives. Ça amène une question, d'ailleurs, à l'ensemble de nos participants. Nous avons fait le constat que finalement, le seul matériau que nous ayons qui se rapporte à ce sujet, mais qui se rapporte aussi au sport, pour d'autres, ce sont des témoignages. Évidemment, cela pose à nouveau la question de la place du témoignage dans les collections, dont on sait qu'il ne figure pas en principe à l'inventaire réglementaire, témoignages audio ou audiovisuels. Donc évidemment, sur ce sujet-là en particulier, un musée de société, un musée d'ethno a généralement recueilli ou recueille beaucoup de témoignages, que ce soit sur la question des migratoires ou que ce soit sur la question du domaine sportif. Donc je voulais avoir un peu vos réactions par rapport à ça et votre appréciation sur si oui ou non ces témoignages peuvent rentrer dans le cadre de ces opérations. Alors, c'est une excellente question parce que c'est exactement aussi notre problématique, hein, parce que finalement, la collection de société qui est issue de la Galerie des Dons, elle est constituée à la base d'objets matériels, mais qui finalement, pour une grande part quand même, n'ont de sens que associés au témoignage. On a après des objets qui parlent d'eux-mêmes, des documents principalement, un passeport, je sais pas, un extrait de registre d'immatriculation, etc. Ça peut parler tout seul des histoires de l'immigration. Mais par exemple, je prends toujours ce cas parce que c'est le plus volumineux, on a une fraiseuse qui ne prend son sens que si on sait que c'était la fraiseuse de Monsieur Reg, qui était réfugié espagnol, etc. Donc, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent en commission d'acquisition, parce que c'est Xavier de la Selle qui siège au titre de l'ethno, et c'est vrai qu'il repose toujours cette question d'est-ce que vous inscrivez les témoignages à l'inventaire? On ne le fait pas. Par contre, dans le protocole documentaire de ces acquisitions, on lit très fortement, et même par contrat, une transcription du témoignage et une version audiovisuelle diffusable à la collecte des objets. Donc, on n'a pas encore passé le cap de l'inventaire, mais on va s'y acheminer parce qu'on met des photos numériques. Donc, je pense qu'un jour, on mettra des vidéos. Mais en tout cas, c'est très formellement associé. Donc, en fait, sur le principe, pour nous, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre de ce repérage. Avec le WARD, il y a cette même discussion parce qu'ils ont beaucoup de choses qui sont liées plutôt à la partie archive qu'à la partie musée. Mais peu importe, entre guillemets, hein, c'est pas, ça fait sens sur le fond, donc c'est tout à fait assimilable. Merci. Nos collègues du Musée national du sport veulent-ils intervenir? Moi, je peux peut-être répondre sur les possibilités de diffusion de témoignages vidéo. C'est quelque chose qui est prévu à moyen terme. Donc, la solution choisie en Gallica marque blanche est basée sur le socle technique de Gallica. Donc, à l'heure actuelle, dans Gallica, il y a des documents vidéo, des documents vidéo qui sont présentés en tant
en tant que document, c'est-à-dire pas seulement comme vidéo intégrée dans des contenus éditoriaux. Cette possibilité-là de charger des vidéos en tant que collection sera implémentée dans les marques blanches au cours des prochaines années. Donc, on espère évidemment, et notamment à l'échéance 2024, que nous pourrons diffuser des vidéos, des interviews, des films d'époque, etc. Donc, évidemment, et notamment en vue de 2024, la collecte de témoignages et de témoignages de sportifs est envisagée et leur diffusion sera possible à cette échéance-là. Merci. Peut-être en complément sur le musée. En fait, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un centre de ressources lié à l'histoire et culture de l'immigration qui a lui-même une collection documentaire. Et c'est vrai qu'il y a eu souvent cette réflexion dès le début de l'ouverture du musée sur comment constituer cette collection documentaire en complément de la collection qui est gérée par le service des collections et des expositions. Donc là, ils sont en pleine restructuration et il y a peut-être cette question aussi à poser, puisqu'on avait eu par exemple l'initiative en 2010-2011 d'un programme d'archives orales en Aquitaine, qui a été reversé à la fois aux archives nationales et au musée. Et en même temps, on n'est pas un lieu d'archives, donc c'est vrai qu'il y a toute une difficulté à identifier, à qualifier et puis à conserver bien sûr après ces témoignages quand ils ne sont pas associés à des objets et donc ça pose plus de questions de notre côté. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on peut continuer aussi à aborder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes collègues Elisabeth et Émilie, avec la médiathèque et la restructuration de leur collection. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur le chat ou à l'oral, hein, n'hésitez pas. Oui, alors attendez. On a un retour du Muséon Arlatan sur le chat. Je ne sais pas si la personne veut prendre la parole en direct. Céline Salveta. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'occupe du service des publics et de la programmation culturelle. Là, on a fermé il y a 11 ans pour cette grosse rénovation. On ouvrira en même temps que les autres musées maintenant. Et donc, ces questions-là nous ont énormément fait travailler, mais pour le parcours permanent et pour la constitution du parcours permanent. Et je pense que maintenant, mes collègues du service recherche, muséographie, collection et tout ça pourront enfin participer voilà, à ces réseaux et à ces collectes, parce que c'est vrai que c'est absolument fondamental, oui, de mettre en commun toutes ces questions-là et donner de la visibilité, notamment sur la question de l'immigration. Voilà. C'est tout. Donc, je vais me faire le relais auprès de mes collègues. Merci. Donc, vous avez déjà gagné un contributeur. 2 avec toi, Olivier. C'était déjà acquis. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, me vient une interrogation qui est liée à la relation que vous avez avec le monde de la recherche, ou que vous souhaiteriez nouer avec le monde de la recherche. Je pense notamment à l'université, bien sûr, pour une mise en valeur de ce travail par les chercheurs. Pour le Musée national d'histoire de l'immigration, il y a une composante recherche qui est forte depuis l'origine, puisque les expositions et le parcours permanent, a fortiori, il est très assis sur la recherche scientifique. Pour le nouveau parcours, il y a eu ce rapport coordonné par Patrick Boucheron qui associait une quarantaine de quasi tous universitaires. Et puis, il y a 4 commissaires scientifiques qui sont des universitaires, donc très en lien avec la recherche, mais sur la question des expos, mais pas tellement sur la question des collections. Donc, c'est aussi un biais pour essayer d'intéresser les chercheurs au corpus matériel, parce qu'évidemment, surtout en matière de thématiques migratoires, la recherche est beaucoup plus avancée que je pense que nous, le monde du patrimoine, sur ces questions. Donc, on a absolument besoin d'eux. Donc, par le biais du réseau, il y a déjà beaucoup de chercheurs associés qui ont travaillé depuis longtemps sur des projets aussi bien avec le musée national qu'avec les musées
sur tout le territoire. Donc, on espère poursuivre. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous a vraiment étonné quand on a fait le séminaire au Palais l'an dernier, c'est de voir que, en fait, c'était les collections de musées. Alors, les archives, c'est complètement différent. C'est des pros des archives, ils savent s'y retrouver bien mieux que moi, en tout cas. Mais les collections de musées, ça n'apparaissait pas du tout comme une source, hormis pour les œuvres d'art. Mais alors, les collections de société, d'histoire, des musées, absolument pas une source à laquelle ils pensent de prime abord. En ce qui concerne le musée du sport, il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur l'immigration dans le sport et en particulier dans le football. Là, il y a pléthore de recherches. En revanche, je rejoins l'intervenante précédente sur les collections elles-mêmes. C'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc, un portail collaboratif peut être un outil important et indispensable. Entendu, merci. Marie, c'était l'intervention que tu voulais faire? Parce que j'ai Oui. vu que tu avais levé la main. J'ai levé la main et puis du coup, comme il y a eu un petit silence, j'en ai profité pour ouvrir la bouche. Dans ce que disait Elisabeth à l'instant sur le lien avec la recherche, je trouvais qu'il y avait une forme de paradoxe à constater que vous n'aviez finalement pas eu beaucoup de retours du côté du Musée national de l'histoire de l'immigration, alors même que la production dans le domaine de la recherche est extrêmement importante. J'en veux pour preuve, vous l'avez vu, enfin, nos collègues du Palais de la Porte Dorée le savent bien, ce dictionnaire des étrangers qui ont fait la France qu'a dirigé Pascal Horry, qui vient de paraître. Donc, voilà, c'est un constat un peu d'étonnement et je voulais avoir un peu votre avis par rapport à ça. En l'occurrence, oui, c'est bien ce gap en fait qu'on observe tout à fait. Mais justement, l'idée, c'est de... Après, c'est pareil, on est une collection ex nihilo, donc c'est un petit peu particulier pour un musée national. Genre le musée d'Orsay, il a été créé à partir de dépôts, etc. Donc tout ce qu'on peut retrouver dans le dictionnaire de Pascal Horry ou autres, de ces témoins de l'histoire nationale qui sont liés à des migrations, mais qui ne sont pas présentés comme tels forcément, c'est bien l'objet. Et en fait, on adorerait travailler avec nos collègues des musées de beaux-arts et des musées nationaux des beaux-arts à ce sujet, mais on sent en tout cas, on s'est dit qu'on avait peut-être beaucoup plus de potentiel avec nos collègues territoriaux et de société, parce que c'est souvent des thématiques sur lesquelles ils ont été interpellés par leurs élus ou par eux-mêmes, en fait, tout simplement, ou par leur communauté, et que donc ils avaient déjà travaillé cette question en termes de valorisation d'expo. Et précisément, Olivier, pour le musée dauphinois, c'est bien ce qu'on imaginait, c'est-à-dire que c'est un musée leader, pionnier sur ces questions, mais on imaginait bien qu'en collection, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, moi, je parlais d'expérience avec le musée alsacien où je travaillais avant, c'était ça. C'est une thématique très forte, mais alors en collection, ce n'était absolument pas ni un critère, on était un peu bloqué aussi sur les politiques de collecte contemporaine, bien sûr. Je crois qu'Émilie voulait compléter. Oui, peut-être pour compléter sur cette question spécifique du lien entre recherche et collection, c'est aussi un des éléments qui nous a poussé à lancer ce repérage dans les collections des musées de France du patrimoine des migrations humaines, un petit peu avec ce souhait de renverser la vapeur, parce que c'est vrai que la recherche universitaire dans le domaine de l'immigration, nous on travaille, comme le disait Elisabeth, de manière très large avec des historiens, notamment pour le parcours permanent où la présence des universitaires est vraiment forte, mais on se rend compte que dans la plupart de nos projets de valorisation, que ce soit du parcours permanent ou d'exposition temporaire, bien souvent on se retrouve, faute de pouvoir être force de proposition avec des objets et des collections, à être plutôt dans la démarche d'illustration d'un propos, d'un discours scientifique. Et quand on a réfléchi à cet inventaire migration humaine, notre souhait, c'était aussi de pouvoir, à l'inverse, partir des objets, partir du patrimoine, des témoins matériels pour développer un discours muséographique
propre sur ces questions migratoires et pas se retrouver systématiquement dans l'illustration d'un propos qui s'est construit en dehors des collections. Donc, voilà, on appelle de tous nos voeux un travail plus poussé et collaboratif entre musées et universitaires sur les objets et les collections elles-mêmes. Puis c'est vrai aussi que depuis des années, on observe beaucoup de projets de valorisation dans les territoires sur la question des migrations, beaucoup d'expositions, mais qui, une fois leur temps de présentation fait, disparaissent et on perd complètement cette richesse qui a été produite à l'occasion d'un événement. Donc c'est aussi peut-être de constituer des traces de ce travail-là et de le rendre plus pérenne, en fait, plus visible et plus pérenne. Je vois que Céline intervenait là dans le chat. Est-ce que Céline, tu veux prendre la parole ou on tente de ton commentaire écrit? Non, je veux pas monopoliser la parole, surtout s'il y a plein de questions. Je vois pas trop les mains levées dans l'auditoire, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions ou pas trop. C'est vrai que la réflexion que je me faisais, c'est qu'au niveau de la FEMS, on est en phase là pas de réflexion, de montage opérationnel d'une nouvelle plateforme numérique. Donc, j'espère qu'on va pouvoir, c'est l'objectif, l'accoucher au printemps. C'est vrai que pour moi, elle serait vraiment le lieu de l'échange, voilà, de ce que je mets là dans le chat, mais qu'on aurait vraiment intérêt à partager entre les musées. Finalement, peut-être beaucoup de petites perles que chacun mène à son échelle et qu'on pourrait soit nous inspirer, soit nous amener à échanger de pair à pair et surtout au-delà finalement des directeurs pour emmener les chargés de collection, les médiateurs entre nous. Voilà, et puis échanger surtout avec les collègues des deux musées de manière plus naturelle. Donc j'ai bien retenu et de mon côté, je vais réfléchir à comment nos collègues aussi qui sont au cœur des collections puissent assez naturellement Elisabeth parlait de facilitation, avoir les bons contacts pour vous interpeller, pour vous questionner sur ces sujets et sur la manière dont elle pourrait aussi les accompagner. Parce que je pense que vous avez vraiment une expertise que nous n'avons pas, nous, dans nos... Enfin, on a des expertises, mais du coup, vous avez une vision plus globale, je pense, et d'un point de vue méthodologique qui pourrait apporter et qu'on pourrait, du coup, faire rayonner sur l'ensemble du réseau. Et je pense que dans le musée en région, il y a des typologies d'objets. Je me rappelle pendant aux rencontres professionnelles de Grenoble, où il y avait un collègue qui nous parlait des objets de passage de frontières, mais des choses un peu de contrebande, etc. C'est des objets qui, pour nous, sont quasi inconnus. On retrouve pas justement vraiment dans la littérature sur laquelle on travaille pour les expos. Et c'est cette expertise aussi vraiment très concrète d'objets du patrimoine de local ou transfrontalier. C'est aussi une notion très intéressante qui est présente dans plusieurs PSC de musées tout au long des frontières. Ça, c'est pareil, nous, on est tout à fait intéressés de travailler sur des thématiques des fois plus resserrées. Peut-être que le transfrontalier, ça parlera mieux à certains que les migrations en général. C'est vrai que si on veut relancer ce séminaire de patrimoine de l'immigration en partage, c'est aussi parce qu'on voudrait essayer de décloisonner les approches. C'est-à-dire qu'il y a les chercheurs qui travaillent de leur côté, les musées avec les collections. Ensuite, il y a les associations qui veulent valoriser aussi ce qu'elles font. Et là, l'idée, c'est vraiment de structurer, d'organiser peut-être dans chacun des domaines avec les modalités qui nous sont propres, par exemple à la gestion d'une collection ou à un travail de recherche ou à un souhait de valorisation pour une association, mais d'essayer ensuite d'articuler et de décloisonner ces différentes approches. C'est un peu ce à quoi sert ce séminaire d'animation du réseau qu'on a nommé comme ça, patrimoine de l'immigration en partage, et puis de se donner petit à petit des projets concrets. Donc là, c'est vrai qu'on est parti sur cette question des collections, mais aussi par exemple sur l'expo mobile et de voir comment on peut travailler avec vous sur aussi une conception commune. Parce qu'une expo mobile, ce n'est pas un livre sur bâche, ce n'est pas non plus des objets imprimés sur une... Enfin, ça devient plus un outil de médiation
Et c'est vrai que moi, la partie qui m'intéresse aussi, c'est comment on utilise ça pour engager un débat et un dialogue avec les publics. Donc, voilà, c'est aussi ne pas séparer ça de la question des publics et de la question de la médiation avec les publics. Par-delà le recensement que vous avez engagé, je m'interrogeais sur la question des valeurs qui étaient exprimées par ces projets, parce qu'il y a évidemment des valeurs intrinsèques au sport, à la question des migrations humaines, qui est un champ éminemment social et politique, et parce que je vois dans les deux notions des questions de partage, de solidarité. Donc, je voulais aussi vous demander comment vous l'aviez, ou pas d'ailleurs, affiché dans cet appel que vous avez lancé, la question des valeurs. Alors, les valeurs, pas forcément, enfin, pas sur le plan des idées, parce que pour nous, les migrations, c'est déjà un sujet éminemment idéologique, si je puis dire, pardonnez l'approximation, mais il y a déjà tellement d'affrontements de valeurs à ce sujet qu'en fait, on n'a pas dans ce projet voulu afficher justement bien loin de là en fait, disons, déjà des valeurs d'emblée auxquelles il faudrait adhérer, ou etc. Parce que on sait bien qu'en collectivité, genre le politique, il se ressent fortement, plus que chez nous. Hein. Des fois, on croit que le politique est hyper présent pour nous, mais en tout cas, au niveau des collections, je peux vous dire que non. Sans doute plus sur les projets de valorisation sur les réseaux, etc. Mais au niveau des collections, on n'a pas ni d'injonction ni de refus. Hein. Mais je sais par contre, en collectivité, ça peut arriver d'avoir une pression beaucoup plus forte. Donc, pas du tout sur ce plan-là. Par contre, il y a une espèce de volonté d'éthique professionnelle de dire que notre métier de conservateur, au sens très large, hein, de personnes qui travaillent dans un musée, qui travaillent sur des objets matériels, d'affirmer que les objets ont une valeur intrinsèque. Et c'est pas, comme disait très bien Émilie, pas juste pour illustrer, pour faire un peu plus vivant dans l'exposition qu'un document d'archives. Les objets, ils sont porteurs de sens, de témoignage. Et c'est ça la valeur centrale. C'est de dire non, mais attendez, nous, on voit dans les projets qu'on fait, on est toujours tiraillé en tant que muséographe ou muséologue, ou ce que vous voulez, en tout cas professionnel de musée, entre le comité scientifique qui dit voilà, ça doit être comme ça parce que l'histoire, c'est comme ça. Et puis, plus ou moins d'anticipation de la réception sociale, même si dans la manière dont le Musée national des histoires d'immigration aborde ces sujets, on arrive à pas être au niveau des expos. Hein. Bien sûr, on a toute la programmation pour être dans le vif du débat, mais les expos, elles ont quand même cette idée d'affronter les questions au sens positif, avec les trois regards, art contemporain, histoire, société, et dans une dynamique plutôt de rigueur et d'apaisement. Donc, c'est pas là l'affrontement, mais par contre, entre guillemets, l'apport de nos collections, et au plus loin, je peux le dire quand même, l'apport aussi de notre cœur de métier, qui est de produire des objets comme une expo pour le public, ça, il est très peu pris en compte. Et on pense que c'est aussi par l'affirmation qu'au-delà des sources archivistiques et des idées, il y a un corpus matériel et qu'on est les experts tous ensemble de ce corpus matériel et les communautés qui produisent aussi, on aura peut-être une voix au chapitre un petit peu plus forte. En ce qui concerne le Musée national du sport, nous, on en est vraiment encore aux prémices puisqu'on est dans la phase de collecte. Une fois qu'on aura rempli cette phase ou complété cette phase plus largement, il est bien évident que le mot valeur dont tu parles, Olivier, prendra toute sa place, puisque les valeurs du sport font partie des valeurs de la société, de la citoyenneté. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un speech là-dessus maintenant, mais l'un n'existe que par rapport à l'autre et on n'en a pas assez conscience. Donc, c'est évident pour nous qu'on parlera de ces valeurs-là. Et en plus, les collections du Musée du Sport n'ont de sens que par leurs valeurs et par les valeurs qu'elles portent. Sinon, moi, je conserve une paire de chaussettes, un t-shirt et un short. Cette chaussette et ce short, pour être encore plus
caricatural, n'ont de valeur que parce que, je sais rien, le short a été porté par Yannick Noah et qu'il y a une histoire à raconter autour de ce short, une histoire humaine et une histoire de valeur humaine et une histoire de victoire aussi. Et on parlait tout à l'heure de témoignages oraux. Pendant la période de Covid, on s'est intéressé, nous, c'est juste une anecdote, mais on s'est intéressé, nous, aux entraînements et au non-entraînement que pouvaient vivre les sportifs de haut niveau et de moins haut niveau et comment ils pouvaient faire leur entraînement. Et donc, vous en avez vu certainement sans les mémoriser, mais si je vous en parle, ça va vous revenir à l'esprit. Il y a eu beaucoup de publicités où les athlètes s'entraînaient sur le bien-être, etc., avec des bouteilles de Contrex ou autres, où on voyait un patineur avec sa fille pendant le premier confinement. Donc, nous avons relevé tous ces témoignages, toutes ces vidéos, et ça fait partie de notre collecte aussi. Donc, les valeurs, elles sont avec les athlètes, mais elles sont avec nous tous, et surtout dans le domaine du sport. Donc là, il y a aucun problème là-dessus, si ce n'est que pour le moment, on n'en est encore que à la collecte. Je me permets, excusez-moi Olivier, d'aussi ajouter un autre aspect de ce que vous disiez. Alors, je ne sais pas si on peut parler de valeur, mais en tout cas, ce qui est très positif dans tout ça, c'est avant tout la valeur de partage entre, alors c'est pas des grands mots, mais en tout cas entre les musées. Alors c'est vrai que nous, on a déjà 40 musées qui se sont manifestés, mais c'est extrêmement positif, valorisant et enthousiasmant de travailler avec d'autres musées avec qui on n'aurait jamais pensé travailler. Et surtout, ce qui est vraiment agréable, c'est de voir l'enthousiasme des institutions qui sont déjà présents avec nous et le plaisir qu'ils ont de développer et surtout de découvrir, et de travailler sur des collections qu'ils n'auraient jamais forcément insister dans leur étude et surtout après cette période de Covid, c'est que les musées communiquent entre eux et travaillent entre eux et qu'on ne soit pas seulement dans nos musées, même si on continue à travailler, mais que cette synergie entre institutions, notamment, on parlait du musée du papier peint à Rixam, on était très surpris, nous, en interne, de savoir qu'il y avait des très, très beaux musées, des très beaux papiers peints autour de la thématique sportive. Donc et il y a par exemple, il y a le musée de l'élégance masculine et de la chemiserie également qui s'est manifesté. Donc c'est vraiment très, très enrichissant pour tout le monde. C'est une des valeurs, c'est le partage et l'enrichissement respectif entre collections nationales et patrimoniales. Merci Claire. Je pense que c'est de bons mots pour terminer notre jeudi de la FEMS. À moins qu'il y ait d'autres questions, que nos intervenants souhaitent ajouter encore quelque chose. On se rapproche tout doucement de l'heure de fin. Bientôt 10h30. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, vous remercier une nouvelle fois chaleureusement pour ces présentations, pour cet échange qui fait du bien. Comme le disait Claire, ça fait du bien de se retrouver aussi entre collègues, même si c'est derrière nos écrans pour l'instant, en attendant de pouvoir vous retrouver en vrai très bientôt, nous l'espérons tous, et de pouvoir ouvrir nos musées, ça aussi, nous le souhaitons pour évidemment retrouver le lien avec le public. Je ne sais pas si Marjolaine, Céline, vous souhaitez ajouter quelque chose, si ce n'est que, comme tu le disais Céline, nous allons continuer à bien assurer le relais de ces opérations au sein du réseau de la FEMS. Vous pouvez compter sur nous, peut-être sur les prochains rendez-vous. Oui, très rapidement, même si je ne les ai pas complètement tous en tête, mais en tout cas, on va continuer à aborder, puisqu'on a quand même pas mal de remontées du réseau et un taux de participation qui montre que vous avez envie de partager et d'échanger. Donc, pour l'instant, on maintient le cap de rencontres tous les 15 jours. Les prochaines seront dédiées aux acquisitions. Donc, je pense qu'on va aborder, les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, on va les raborder. J'ai sollicité notamment Bénédicte Roland-Villemot et puis Émilie Girard pour le grand département
pour nous balayer un panorama sur les acquisitions des musées de société. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion de partager ces problématiques à l'échelle d'un réseau. On peut le faire à l'échelle d'une région, mais rarement à l'échelle nationale. L'idée, c'est de voir en gros, c'est quoi les grandes tendances, c'est quoi ce qui nous anime, et éventuellement d'engager de nouveaux projets. C'est Aurélie Carré qui en fera l'animation. Et ensuite, au mois de mars, on va aborder également la thématique des bénévoles, comment conserver le lien avec les bénévoles, sujet également sur le patrimoine culturel immatériel. Et puis, il est prévu également qu'on aborde des sujets peut-être plus précis. Là aussi, c'est à vous de faire des demandes ou des propositions de contribution ou d'animation. Voilà, dans les sujets un peu plus précis, on en parlait récemment, on va sans doute aborder la question musée et podcast, qui nous paraît un sujet intéressant et toujours d'actualité avec nos musées qui sont fermés. Voilà pour les quelques, rendez-vous à venir. En tout cas, merci aux intervenants. Moi, j'ai raté le début, mais j'ai quand même déjà beaucoup appris. J'espère qu'on pourra partager les PowerPoint que vous avez diffusés pour les relayer dans notre prochaine newsletter. Voilà. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt à tous. Ah, Agnès. Il y a une question de Agnès. Oui. Moi, j'oubliais juste de vous dire que le forum du réseau qui avait été programmé en juin, puis annulé, puis reprogrammé en novembre, puis annulé, va avoir lieu maintenant. Vous savez que nous allons avoir un nouveau directeur général, Papendiaï, qui arrive le 1er mars. Et donc, on est un peu obligé de reformater ça différemment. Mais a priori, il aura lieu en avril une séance d'ouverture, mais qui se fera en ligne. Puis les ateliers thématiques que nous avions prévus restent les mêmes. Donc, on vous ressollicitera sans doute très prochainement pour des animations d'ateliers thématiques qui reprendront les réflexions qu'on a aussi abordées aujourd'hui et qui auront lieu aussi en ligne. Et on essaie de faire une séance de clôture au Palais de la Porte Dorée, idéalement en juin si les conditions sanitaires le permettent, ou sinon en octobre. Voilà, donc je voulais juste vous annoncer ça et vous dire qu'on communiquera à nouveau au travers de la FEMS sur quand le programme sera bien établi, je pense d'ici 15 jours, 3 semaines. Merci beaucoup Agnès. Mais écoutez, très bonne journée à toutes et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir.